Cube Radio. Épilogue. Bienvenue à notre deuxième épisode sur la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic. Je suis Denis Martel et je suis en compagnie de mon collègue Benjamin Tremblay. Salut Denis. Aujourd'hui, on poursuit l'histoire où on s'est arrêté dans le premier épisode. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, on vous recommande fortement de retourner en arrière et de l'écouter en premier. Alors, dans le premier épisode, on a appris comment la mairesse Colette Roy-Laroche a su mettre en place des mesures d'urgence pour sa ville. Mais aussi, on a appris comment Pauline Marois, alors la première ministre du Québec, a tout mis en place pour faciliter l'aide directe à la population. Pendant les événements de Mégantic, Pauline Marois aurait même dit à la mairesse qu'elle pouvait l'appeler n'importe quand. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un dénouement à la tragédie? Le train passe encore à Lac-Mégantic. Il passe toujours au centre-ville. La voie de contournement, c'est encore un projet qui n'est pas encore débuté, qui n'a pas encore débuté, même si on nous le promet. Je veux dire, le sifflement du train nous rappelle encore à chaque jour ces événements tristes. Est-ce qu'on est maintenant en mesure de dire que des accidents comme ceux-là peuvent être évités? En fait, la fin de l'histoire n'est pas aussi romantique qu'on le voudrait. Après l'accident, la MMA fait faillite. Elle ne paye pas les coûts de nettoyage ou de dédommagement. Des inspecteurs de Transport Canada débarquent chez Irving, à Saint-Jean, et font une perquisition dans les bureaux de la compagnie. En mai 2014, la MMA et 3 de ses anciens employés sont accusés de négligence criminelle causant la mort. Le conducteur Thomas Harding, le contrôleur Richard Labrie et le cadre de la MMA, Jean Demaître, sont accusés de ne pas avoir pris les mesures nécessaires le soir de l'accident. Le 20 août, le Bureau de la sécurité des transports du Canada, le BST, publie un rapport dévastateur et met notamment en cause les actions de la MMA. Le coroner émet ensuite ses propres recommandations en déclarant que la mort de 47 personnes aurait pu être évitée. En 2015, Transport Canada adopte une nouvelle réglementation. Parmi autres choses, les compagnies ont 3 ans pour cesser d'utiliser leurs vieux wagons DOT 111. La construction de nouveaux DOT 111 est quant à elle complètement interdite. On passe désormais au DOT 117, plus résistant. En janvier, les 3 employés de la MMA sont déclarés non coupables. En avril, le DPCP annonce qu'il n'y aura finalement pas de procès contre la MMA, puisqu'elle n'existe plus. Il n'y a personne pour la représenter. En mai, on annonce la construction d'une voie de contournement en Lac-Mégantic. Les travaux débuteront en 2021 et pourraient se terminer en 2022. Beaucoup de gens sont restés un peu amers, déçus de la tournure des événements. En 2018, un rapport est publié par un groupe de citoyens et d'organismes qui réclament une enquête publique indépendante. On allègue que le rapport officiel va pas assez loin et qu'il a été dilué pour pas nuire aux intérêts du lobby pétrolier. Selon le rapport, le transport ferroviaire est pas plus sécuritaire aujourd'hui qu'il l'était en 2013. Aujourd'hui, comment s'est mis en place le plan d'urgence pour aider la municipalité et qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Donc, premier contact dans le cadre de la tragédie avec Pauline Marois, comment ça se passe? Premièrement, vous vous êtes parlé par téléphone? Colette Roy-Laroche, qui était mairesse de Lac-Mégantic. Madame Marois m'a communiqué par téléphone rapidement pour me dire que son gouvernement était avec nous et puis qu'elle était en train de planifier une visite rapide à Lac-Mégantic, une visite des lieux. Dans l'après-midi, elle est arrivée à Lac-Mégantic avec un hélicoptère de la Sûreté du Québec. Quand vous êtes arrivé la première fois, vous êtes descendu de l'hélicoptère. Oui. Quelle a été la scène? Pouvez-vous nous décrire la scène qui se présentait? D'abord, quand j'arrive en haut, je vois qu'il y a encore le brasier est encore là, il y a des flammes, puis il y a beaucoup de fumée. Donc, on ne peut pas passer directement au-dessus. Mais de toute façon, moi, je voulais qu'on atterrisse avec l'hélicoptère pour que je puisse aller directement rencontrer Mme Roy-Laroche.
Alors, en descendant sur le quai, je vois évidemment les voitures de pompiers, de policiers, la sécurité publique qui est là, et Mme Roy-Laroche va venir à ma rencontre sur le quai. Je nous revois encore. Je me souviens de la prendre dans mes bras puis lui dire, écoutez, je suis vraiment de tout cœur avec vous. Puis là, j'ai dit, moi, je veux voir la scène. Alors, elle va monter avec moi dans l'hélicoptère. Ça lui a permis, à elle et à moi, puis je vous dirais aussi aux agents de la Sûreté qui étaient présents avec nous dans l'hélicoptère, de constater l'ampleur des dégâts. Ce sont des wagons empilés les uns sur les autres, un immense, c'est quasiment comme un trou de but finalement, ou de météorite, parce qu'on sent un centre dévasté, noir, de fumée, de feu encore. J'ai essayé d'être très, de consoler, de dire comment ma tristesse, de partager sa tristesse de Mme Roy-Laroche, partager la tristesse de sa communauté. On est redescendu, on est allé s'asseoir, imaginez, dans ce qui restait du bar. Il y avait, je pense, un bar de chansonniers. Mm-hmm. Les verres étaient encore là, sur les tables. Parce qu'il y a une partie qui avait été démolie derrière, mais les gens étaient partis vite, les verres étaient là avec les pailles dedans. C'était comme un peu apocalyptique dans ce sens. Le temps s'était arrêté à cette Le temps s'était arrêté. Et tout ce temps-là, j'ai senti une grande force morale, une grande solidité de la part de Mme Roy-Laroche. Et donc, dans le peu de temps où on s'est vu, avec les gens qui m'entouraient, on a établi un plan de match. En sens où vous allez me dire vos besoins. Vous allez avoir une équipe ministérielle. Je ne me souviens pas parce qu'on soulevait cette possibilité. Je sais que M. Arruda était là, le docteur Arruda était là parce qu'il était à la santé publique, mais c'est Régent Hébert qui travaillait avec lui à ce moment-là et qui établissait les protocoles qu'il fallait appliquer en termes de sécurité, de santé, parce qu'évidemment, il y a eu un nuage toxique qu'il y a eu, du pétrole qui brûle, et on a évacué la ville et tout le reste, ça prenait quand même des décisions de santé publique. Alors, et à partir de là, tout le reste s'est engagé. Et là, je vais faire 2 ou 3 choses. Au Conseil des ministres, et puis s'il faut devancer, faire un Conseil des ministres spécial, on le fera, parce que vous savez qu'on a un quorum à respecter. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de ministres présents pour pouvoir prendre des décisions. On n'est pas obligé d'avoir 20-25 ministres autour de la table pour prendre des décisions. Alors, j'ai dit à Jean Saint-Gelais, Jean, vous allez me préparer un décret pour qu'on puisse dégager des sommes importantes maintenant. Parce que là, on ne va pas laisser attendre les gens qui ont perdu leur maison ou qui ont été évacués de leur maison, qui ont perdu une femme, un enfant, un parent et qui sont au désespoir. Là, on va les aider. On va les aider de la meilleure façon possible. Alors, on va dégager une somme et vous allez désigner un haut fonctionnaire qui est capable de prendre des décisions et qui va être sur place. Parce que c'est souvent ça. Et puis, il ne faut pas blâmer la machine, mais ça fait partie des règles du jeu. Il y a des niveaux d'autorité, selon que tu es directeur régional, que tu es sous-ministre adjoint, tu es sous-ministre, et puis, au-deçà d'un certain montant, tu ne peux pas prendre de décision. La loi te l'interdit, les règlements sont ainsi faits. Alors moi, ce que je voulais, c'est qu'on ne bloque pas dans la machine pour attendre la décision de l'un, l'autorisation de l'autre. Alors, on va dégager une somme. Et puis, hors les programmes, lâchez-moi les programmes, les mesures, les critères, une somme importante, on va désigner un haut fonctionnaire. Donc, il va être directement branché sur vous, et sur moi en l'occurrence, et on va l'envoyer dans le champ. Il va s'équiper avec du monde pour recevoir les gens directement, là, avec les gens des services. Quand vous dites dans le champ, c'est dans le champ. Là, Dans le champ, sur place. Au lac Mégantic, sur place.
Il y avait déjà le centre communautaire, le centre sportif qui était dégagé, les écoles qui n'avaient pas été touchées. Tout ça avait été, évidemment, la Croix-Rouge. La Croix-Rouge a immédiatement été appelée sur place, s'est rendue. Donc ça, c'est les deux, je me souviens très bien parce que ça, c'est deux décisions qui ont eu des conséquences énormes pour faciliter la suite des choses. De toutes les mesures qui ont été mises en place, les mesures exceptionnelles dans certains cas, laquelle a été primordiale, ont été les plus aidantes? C'était pas seulement un sinistre, c'était pas seulement un incendie, c'était un drame humain, environnemental, économique, mais c'était d'abord un drame humain. Moi, je pense que Mme Marois et son gouvernement ont eu la sensibilité d'offrir d'abord de l'aide aux personnes, aux gens qui avaient été touchés directement, indirectement, traumatisés. Pour moi, c'est ce qui m'a marqué le plus. Je suis capable de prendre des décisions à haut risque, si on veut, puis d'en mesurer les risques, mais de les assumer. C'est moi, j'assume. C'est ce qu'on appelle faire preuve de leadership? Oui, je pense que oui. Mais quand on est rendu là, il faut être capable d'en faire preuve. Alors donc, on va avoir les sous. Je me souviens qu'au Conseil des ministres, il y avait des gens qui étaient un peu réticents. Ouais, mais il y a tel programme, on pourrait utiliser. Non. On va aider le monde. Puis après, on verra dans quel programme il faut affecter l'argent qu'on aura dépensé. À quel programme on dit celui-là, c'est le programme du ministère de la Sécurité publique, de la Santé, de l'Environnement. C'est eux qui vont prendre ça dans leur budget. Mais moi, là, je vais aller au fonds consolidé, puis je dégage de l'argent. Et effectivement, nous avions envoyé quelqu'un de très haut niveau qui était donc capable de prendre des décisions, d'émettre des chèques. Écoutez, sans nous tromper, je crois que 3 ou 4 jours plus tard, il y a des chèques qui étaient émis à des gens, là, de l'argent sonnant qui était versé pour que les gens puissent se trouver des vêtements, se trouver un lieu pour demeurer, bon, peu importe. Même si on offrait du dépannage, c'était pas toujours adéquat pour tout le monde. Alors ça a été très rapide. La troisième chose, je dirais, que j'ai faite en simultané dans un sens, ça a été d'aller consoler les gens. Ah, voilà. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. Donc, vous avez été en contact avec la population? Je crois que le surlendemain, je vais aller sur place, je vais aller voir les gens qui sont dans les refuges, qui demandent de l'aide. Je me souviendrai toujours de M. Lafontaine, j'en parle, puis les larmes me viennent. Oui, on vous sent ému. C'est parce qu'écoutez, il avait perdu, lui, des enfants, une belle-fille, des employés. Il illustrait tellement bien la détresse, la tristesse, la peine immense. Il avait besoin de se faire consoler, qu'on le prenne dans nos bras. Puis je l'ai fait avec plein de gens qui étaient là, qui a perdu une femme, un mari, des enfants, des grands-parents. Écoutez, c'est quoi? C'est 47 personnes qui sont décédées? Oui. Est-ce qu'il existe au sein de l'État, à la sécurité publique, des cahiers, des plans, même si on peut pas tout prévoir, qui vous préparent un peu ou qui vous donnent qui vous ont donné une marche à suivre? Stéphane Bergeron, qui était ministre de la Sécurité publique. On peut jamais vraiment être préparé à une tragédie pareille. Et on apprend, pour ainsi dire, sur le tas. Et ce qui m'a le plus aidé à passer à travers cette crise, ce sont les gens de Lac-Mégantic eux-mêmes. Parlez-nous de votre premier contact avec les gens de Lac-Mégantic qui étaient durement éprouvés. Ben d'abord, ils étaient extrêmement reconnaissants. Ça, je l'ai toujours senti, extrêmement reconnaissants de la réaction rapide, énergique du gouvernement du Québec face à la catastrophe. Et ils étaient d'une résilience absolument extraordinaire, renversante. Ils nous aidaient littéralement à les aider. Ils nous inspiraient, ils nous distillaient ce courage dont on avait besoin pour faire face nous-mêmes à la catastrophe. Et à chaque fois qu'on m'envoyait un signal
que ce serait important que j'aille, j'y suis allée. Je ne sais plus combien de fois j'y suis allée, mais que ce soit pour encourager Mme Roy-Laroche, que ce soit pour soutenir l'administration. Je me souviens qu'on a eu des rencontres avec la Chambre de commerce, avec les gens des milieux économiques qui se disaient qu'est-ce qu'on va faire, on n'a plus nos commerces, on a des fonds de commerce qui ont disparu, etc. Il y avait une partie de la ville qui était rasée. Oui, complètement. Mais ça a toujours été de voir les gens. Je croyais que c'était important d'être là et que les gens sentent que je ne les laisserai pas tomber. Et j'ai pas jamais regretté par ailleurs d'avoir eu cette attitude, ce comportement, parce que je trouve que ça fait partie de ma responsabilité, ça faisait partie de ma responsabilité et je m'en serais voulu longtemps si j'avais pas été très active, très présente pour appuyer, soutenir et le faire rapidement. Il ne peut pas y avoir de délai dans des choses comme ça, hein, parce que ça marque une hésitation. Ça marque, elle pense peut-être pas que c'est important. Non, j'étais certaine que c'était important. Tout ce leadership-là qui était nécessaire sur le moment, qui a pris le dessus justement sur l'inaction, c'est quelque chose dans lequel vous vous êtes retrouvé. Vous avez partagé un tempérament qui est semblable par rapport à l'adversité. Oui, j'ai lu son livre dernièrement, puis je vous dirais que à travers, je vous dirais sa volonté, sa vision, lorsqu'elle a une vision, sa volonté d'arriver à réussir ses projets, sa persévérance, je me reconnais là-dedans. Nous avons des différences, mais il reste que elle a des traits de leadership qui me ressemblent, qui me ressemblent, oui. Vous savez, je suis formée en service social. Je suis formée en administration aussi, j'ai un MBA, mais en organisation communautaire, en animation sociale. Et ce qui appuie notre philosophie d'action, c'est faut que vous fassiez confiance aux gens pour qu'ils trouvent eux-mêmes leurs solutions et qu'ils se prennent en main. Et j'avais devant moi une femme responsable, une femme intelligente, une femme qui connaissait bien son milieu, une femme solide qui n'a pas paniqué, qui n'a pas, qui s'est pas sentie démunie. Elle avait besoin d'aide, c'est sûr, mais jamais je ne l'ai sentie devant l'incapacité de faire quoi que ce soit. Jamais, jamais, jamais. Donc, ce qu'on a fait et ce que j'ai fait, c'est d'appuyer son autorité. Peut-être que quelqu'un trouverait en analysant qu'on aurait dû faire ceci, cela, mais à mon point de vue, à moi, avec les résultats que ça a donné, avec l'efficacité qu'on a eue dans l'aide qu'on a apportée, je pense que dans la partie de la crise qui exigeait qu'on intervienne d'urgence, je pense qu'on ne l'a pas manqué. Est-ce que le fait que vous et Pauline Marois soyez deux femmes au pouvoir a fait en sorte que la situation a été gérée différemment que si ça avait été un premier ministre homme ou deux hommes qui auraient été présents à ce moment-là pour gérer cette crise? La question m'a déjà été posée et par rapport à mes valeurs et mes croyances, il me semble que non, ce n'est pas le fait que nous soyons deux femmes. Parce que pour moi, je veux dire, je connais plein d'hommes qui occupent des postes de pouvoir qui ont aussi une grande sensibilité, une grande humanité. Puis je connais aussi des femmes qui gouvernent d'une façon un peu plus froide. Non, je ne crois pas au fait que deux femmes peuvent gouverner mieux. Mais on sent à ce moment-là, on sent une belle complicité entre vous et Mme Marois. Est-ce que ça s'est développé par la suite parce que, justement, vous avez vécu ce moment-là exceptionnel? Cette complicité que les gens ont cru que nous avions, mais qui était aussi réelle, là, qui s'est développée, ça s'est développé à travers la tragédie, à travers les événements de la tragédie. Dans notre vie, il y a des personnes avec qui, je vous dirais, la communication se fait mieux, là. Je veux dire, tout de suite, le courant a passé.
Quelle a été votre relation avec elle? Ça a été très bon. Beaucoup de respect. Quand son biographe m'a demandé de faire la préface de son livre, j'ai dit, je veux voir le livre avant. Et j'ai découvert d'autres aspects de Colette Roy-Laroche, qui est une femme qui a dû batailler pour faire son cours à l'école normale. C'est assez intéressant, son histoire. C'est une belle histoire. Mais une histoire, je dirais, pas flamboyante. Elle n'est jamais apparue comme une femme flamboyante, mais une femme de conviction, une femme solide, capable d'en prendre, capable de prendre des décisions. Alors, on est resté en contact de loin. Bon, son conjoint est décédé. J'étais très triste pour elle parce qu'il a été un bon compagnon, qu'il a bien appuyé, mais il avait une maladie très sérieuse et malheureusement, à peine quelques années plus tard, il est décédé. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elle à ce moment-là. Et l'anecdote que je veux vous raconter, c'est la suivante. J'ai lancé ma bio il y a quelques semaines. Et c'était un lancement virtuel. Nous sommes en pandémie. Alors donc, on avait un Zoom. On avait invité les gens à s'inscrire. Et puis, Colette Roy-Laroche s'est inscrite. Puis on avait dit aux gens, si vous avez des questions, envoyez-nous-les à l'avance. Alors, envoyez-nous nos questions. Et Mme Roy-Laroche en avait une. Je ne vais pas vous dire laquelle, mais elle en avait une. Et j'ai trouvé ça très significatif de la relation qu'on avait. Elle me faisait un clin d'œil dans un sens. Je pense que c'était sur les femmes et leur place. Elle me faisait un clin d'œil. Alors, on a toujours eu une très belle relation. On n'a pas eu des grands épanchements. On n'a pas eu des grandes conversations toute une soirée de temps. Mais à chaque fois qu'on s'est vus, on savait qu'il y avait des atomes crochus, que ça fonctionnait. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette tragédie-là? Qu'est-ce qu'on a appris comme collectivité? C'est la grande solidarité humaine, la grande chaîne humaine qui est capable de se bâtir lorsqu'on est devant un problème humain majeur. Et tu sais, je regarde, il y a des pompiers qui ont, même il y en a un qui s'est suicidé, si je me souviens bien, qui ont vécu ça tellement durement, mais ça veut dire comment les gens ont été solidaires, comment ils se sont serrés les coudes, comment ils ont pris la peine des gens à cœur. Moi, je pense que quand un État est bien organisé, qu'il a une bonne volonté politique, qu'il a une grande capacité de prendre des décisions, on peut aider et soulager rapidement dans toutes les circonstances où il y a des catastrophes. À partir du moment où on a vraiment des outils qui nous permettent d'intervenir et qu'on est capable, comme leader, de prendre des décisions, je pense que presque tout est possible. Comme dénouement, je vous dirais, on a découvert des leaders, cette tranche d'âge des jeunes de 20 à 45 ans, 40-45 ans. Plusieurs se sont donné une mission de redonner à la ville de Lac-Mégantic sa vitalité. Et ils sont encore en action 7 ans plus tard. Ils ont des projets incroyables. Ils ont contribué à la reconstruction avec leur vision d'avenir. Alors, comme dénouement, je veux dire, il y a des aspects qui sont tristes, mais il y a aussi, je pense, des aspects positifs. C'est ce qui conclut notre série Épilogue. C'est avec ce dernier épisode qu'on vous dit au revoir. C'était un plaisir de vous raconter les histoires importantes du Québec et de rencontrer pour vous les gens qui ont marqué notre histoire. Animation, Benjamin Tremblay et moi-même, Denis Martel. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Joshua Ménard-Suarez à la recherche. Merci à Valérie Tawil du service des archives de TVA. Une production Cube Radio.